Haletant lourdement, Fang se demandait combien il y en aurait encore. Il avait déjà éliminé plus de 3,3 milliards de monstres, et ce nombre ne cessait d'augmenter tandis qu'il taillait en pièces les créatures autour de lui. Des morceaux d'ennemis volaient partout, et chaque affrontement tachait sa lame de leur mort. Il se demandait quand le monde dans lequel il vivait était devenu ainsi. Un jour, il y a très longtemps de cela, les rues étaient animées comme à l'accoutumée. À ce moment précis, les gens levèrent les yeux et montrèrent la lune du doigt. Une grande lumière rouge tourbillonna dans le ciel, puis s'ouvrit soudainement pour révéler un vide sombre en son centre. C'est ainsi qu'une porte s'ouvrit. Tandis que la foule se demandait ce qui se passait, quelqu'un avec un télescope s'avança. Il pointa l'appareil vers l'étrange portail et fut choqué de découvrir des monstres jamais vus auparavant, attendant de l'autre côté. Des hordes innombrables, retranchées, armées et prêtes à attaquer. Au plus profond du monde des bêtes étranges se trouvait une clé capable de refermer le portail. Si les humains ne la trouvaient pas à temps, la Terre serait envahie par des êtres bien au-delà de leur capacité militaire. Finalement, un groupe choisi d'humains éveillés extraordinaires apparut. Leur mission était de trouver cette clé avant que les monstres ne franchissent la barrière. Ils travaillaient en parfaite harmonie, certains s'occupant des ennemis, tandis que d'autres avançaient pour récupérer la clé avant qu'il ne soit trop tard. Le premier homme la trouva nichée dans le corps d'un être céleste d'un bleu profond. La prenant dans ses mains, il se demanda si elle pourrait vraiment refermer le portail qui menaçait le monde. Alors qu'il l'essayait, la lune du monde réel se restaura, visible pour tous. Maintenant, il la fit tourner en sens inverse et quelque chose d'incroyable se produisit. Il fut révélé que la clé pouvait aussi ouvrir le portail de manière contrôlée, le transformant en un matériau précieux. Ainsi, l'ère des éveillés arriva et des dizaines s'aventurèrent dans les portails, espérant s'enrichir. 5 ans plus tard, Fang se retrouva au bord d'une falaise à la merci de ses propres camarades. Aux yeux d'un humain éveillé, les gens ordinaires comme lui n'étaient que des fourmis insignifiantes. Poussé dans le vide, il s'écrasa au fond du ravin et alors qu'il allait affronter la mort aux mains de monstres affamés, un visage familier apparut. Il allait être sauvé. Son corps entier brûlait et il obtint enfin le pouvoir qu'il avait toujours désiré. Cependant, ce serait aussi le pouvoir qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Dans le donjon avancé, la colline sans retour, des humains éveillés combattaient des vagues de monstres dangereux. Tandis qu'ils taillaient en pièces ces corps indescriptibles, Fang ouvrait la bouche, émerveillé par chacun de leurs mouvements. Ses collègues de la logistique lui dirent joyeusement d'arrêter de rêvasser, car il était temps de faire leur travail. N'ayant pas beaucoup de temps, il devait agir vite et efficacement. En tant que membre de soutien, le jeune homme appréciait son travail. Les éveillés tuaient autant de monstres que possible avant que le portail ne disparaisse, et son rôle était de subvenir à leurs besoins et de collecter les matériaux des bêtes abattues. Bien qu'il dégage que le chemin, tout ce qui malheureusement échappait au groupe serait dangereux. La plupart des gens avec qui il était étaient de bas niveau, mélangés à une poignée de personnes ordinaires comme lui. S'il n'avait pas besoin d'argent pour payer les frais d'hôpital de Jinyu, il ne prendrait pas de tels risques. Fang apporta précipitamment des bouteilles d'eau à un combattant épuisé qui se plaignit que le porteur n'avait même pas lavé ses mains couvertes d'entrailles. Tandis qu'il l'ignorait et continuait d'essayer d'aider, d'autres commencèrent aussi à exprimer leur frustration. Le jeune homme innocent offrit de l'eau à Kuna qui le fusilla du regard, ses yeux mortels remplis de haine. À cet instant, les bouteilles tombèrent au sol alors qu'il recevait un coup de pied au visage pour l'erreur d'avoir approché le chef. L'homme violent n'avait pas fini et il ordonna à ses laquais de battre et de tuer le membre de la logistique. Ils obéirent, lui assénant des coups de poing et des coups partout sur le corps. Fang était au sol, tremblant de douleur, sans comprendre pourquoi il le blessait. Kuna lui piétina la tête, l'enfonçant dans le sol et le punissant d'avoir osé poser une question aussi stupide. Ils passèrent un certain temps à l'agresser et finalement traînèrent son corps mou et affaibli jusqu'au bord de la falaise. Toujours confus, Fang demanda à nouveau pourquoi il lui faisait ça au juste. Le tenant au-dessus du ravin mortel, Kunam se moqua de sa question, pensant qu'il osait encore faire l'idiot face à la mort. Il fixa haineusement le garçon qui avait eu l'audace de suggérer qu'il avait commis une erreur. Disant que cela ruinerait sa réputation si ses actions étaient reconnues, il lâcha le porteur impuissant. Fang chuta, hurlant et les suppliant de le sauver. Même dans la mort, il était lâche et il se demandait ce que Wan Yu pouvait bien voir en quelqu'un comme lui. Pour le retenir là, ils détruisirent de la clé et fermèrent le donjon. L'humain ordinaire s'écrasa au fond de la falaise et était, d'une manière ou d'une autre, toujours en vie. Cependant, il semblait que cela ne durerait pas car un monstre énorme se tenait au-dessus de lui. Il tenta de s'échapper mais son corps refusait tout simplement d'obéir à ses ordres. La bête lui marcha dessus, brisant presque tous ses os. Elle s'élança pour le dévorer entier mais l'impact ne vint jamais. Ouvrant les yeux, il vit un autre monstre combattre celui qui avait failli lui ôter la vie. Malheureusement, cela ne lui apporterait aucune chance, alors il se mit à courir, rempli d'adrénaline. Il pouvait à peine bouger avec toutes ses blessures, et une créature ronde se rapprochait déjà. Le fait qu'une si petite créature le poursuive agaçait le jeune homme, alors il lui lança une pierre. Elle frappa l'œil géant en plein centre,
le forçant à hurler de douleur et à révéler sa véritable forme. C'était grave, devant Fang se tenait la légendaire mutation monstrueuse à tentacules. Un appendice jaillit vers lui et un seul coup l'envoya s'écraser contre la paroi de la falaise. Sa poitrine béante, la mort n'était plus qu'à quelques instants. Alors qu'il pensait à l'impossibilité de rentrer chez lui, son pendentif brisé rebondit et roula au loin. Il s'ouvrit pour révéler une photo de Jingyu souriant si joliment. Tendant la main désespérément, il s'excusa auprès d'elle. Il avait promis de gagner assez d'argent et de l'emmener chez le meilleur médecin pour la soigner. Mais en l'état actuel des choses, il n'y avait aucun moyen pour lui d'y parvenir. Il pleura d'agonie et implora continuellement son pardon. Du lac de ses propres larmes, une lumière brillante commença à jaillir. Les monstres furent d'abord confus, mais ils furent de soudainement réduits en miettes, alors qu'une tour de puissance aveuglante jaillissait de son corps et déchirait le ciel. Ouvrant les yeux, Fang vit un être angélique voler au-dessus de lui, dégageant une douce chaleur. La sainte lui sourit et on lui demanda si elle souhaitait lui transférer le talent d'ange divin. Avec son approbation, le don progressa et elle toucha un petit point sur son front. Cela brûla de son pouvoir et se connecta à sa poitrine. La femme lui dit de prendre son talent et de bien vivre. Tandis que l'ange disparaissait, le cercle divin qu'elle portait apparut alors au-dessus de sa tête. Plus encore, les mêmes ailes d'un blanc ivoire jaillirent et se déployèrent de son dos. Finalement, une épée sacrée se matérialisa dans sa main et tout son corps commença à brûler d'un pouvoir nouveau et incroyable. Son cri de guerre attira l'attention des monstres proches, mais contrairement à avant, ils n'étaient plus de taille face à lui. Un coup rapide envoya une décharge d'énergie dévastatrice sur les bêtes, les découpant sans la moindre résistance. Tandis qu'il poursuivait son assaut, c'était comme un feu d'artifice de corps de monstre. À cet instant, le système dit au nouvel éveillé de s'adapter au talent. Cependant, il rejeta les qualités angéliques. Poursuivant son massacre de monstres, il se dirigea droit vers la légendaire mutation à tentacules, laissant derrière lui un chemin de carnage. Leurs armes s'entrechoquèrent et le système alerta de nouveau, disant qu'il avait atteint la limite inférieure du talent. Il bloqua l'explosion d'énergie de l'ennemi avec sa barrière. En tant que personne ordinaire, chaque éveillé du monde réel le méprisait. Sentant son cœur empli de haine, le système le jugea incompatible avec la nature divine du talent. Fang continua d'exprimer ses griefs, y compris envers les monstres qui le poursuivaient sans relâche. Le système commença à s'effondrer et cela s'accéléra à mesure qu'il jurait de les tuer tous, un par un. Finalement, le talent s'écrasa et redémarra. Alors qu'il se défendait contre une attaque, enfonçant son épée sacrée dans la main de l'ennemi, l'arme trembla et l'obscurité commença à consumer la lame. Très vite, l'or et le pouvoir divin qui émanait de lui se brisèrent et furent complètement remplacés par une énergie sinistre. Encore une fois, il jura de tous les détruire. La mutation à tentacules sentit l'hostilité et attaqua, visant directement son corps immobile. Cependant, Fang lui hurla dessus, lui ordonnant, ainsi qu'à tous les autres, de venir. Son talent muta. Les ailes dorées disparurent, un feu infernal bleu engloutit tout son corps. Les tentacules du monstre frappèrent, mais aucun ne put établir le contact et éclatèrent dès qu'ils s'approchèrent. Même l'ennemi fut choqué par ce développement inattendu. Il rugit de colère, mais des pieds recouverts d'acier marchèrent droit vers lui. Fang avait éveillé un nouveau talent, l'ange mort-vivant, et était vêtu d'une armure bleue. Il pointa sa lame tachée vers l'ennemi et lui donna une seule chance d'appeler tous ses congénères monstres. Réalisant qu'il était dépassé, la mutation tourna les talons pour obéir et lâcha un hurlement perçant les oreilles pour appeler une horde entière de créatures. Leurs silhouettes couvrirent le ciel, mais elles n'étaient rien d'autre que de vulgaires insectes face à son nouveau pouvoir. Il sauta pour affronter les ennemis aériens et leva sa lame avec une expression plus démoniaque que la leur. Quelques coups rapides, imperceptibles à l'œil nu, suffirent à tout abattre en un instant. Les petites créatures étant éliminées, il passa à l'action et bondit sur la mutation à tentacules qui tentait de reculer de peur. Cependant, il n'était pas question qu'il la laisse s'échapper si facilement. L'ange mort-vivant enfonça sa lame à travers son œil et dans son corps. À cet instant, un autre groupe d'ennemis apparut. Fang semblait satisfait de cet essaim d'abeilles, car c'était la première fois qu'il en voyait autant au même endroit. Cela ne lui faisait aucune différence, car tous ceux qui cherchaient à lui nuire, quoi que ce soit, devaient mourir. Un claquement de doigts suffisait à réaliser cela. Son éveil était toujours en cours, et on ne pouvait qu'imaginer à quel point il deviendrait puissant. Fang tendit sa paume et tenta de collecter les monstres. Il passa un long moment à faire cela, mais son massacre avait laissé tant de corps de monstres à gérer. Avec cela, les cristaux que les éveillés désiraient tant étaient partout. Les imitant, il en prit un et tenta d'en absorber l'énergie, mais le système indiqua qu'il était incapable de l'absorber. Cela le troubla tellement qu'il retira son armure. L'énergie spirituelle contenue dans les cristaux est la principale méthode pour les combattants d'améliorer leur talent. Il était déjà éveillé, alors pourquoi ne pouvait-il pas faire de même et absorber comme eux? Plusieurs tentatives échouèrent, mais il sentit autre chose pénétrer son corps, quelque chose qui n'était pas le cristal.
Finalement, il réalisa que c'étaient les esprits de mort des cadavres de monstres autour de lui. Si l'aura de mort était ce dont il avait besoin pour devenir plus fort, alors il n'avait plus besoin de cristaux. Tuer tout ce qui l'entourait suffirait à le porter vers de plus grands sommets. Après avoir compris cela, il se précipita immédiatement vers le sommet de la falaise. Maintenant, il lui serait facile de se venger de Kuna. Cependant, il ne fut accueilli que par le vide. Lorsqu'il atteignit la forêt au-dessus, il vit la clé brisée destinée à le piéger là pour l'éternité. Enragé et déterminé à se venger, il écrasa la clé en attendant de trouver un moyen de s'échapper. Tout ce qu'il pouvait faire était d'améliorer son propre pouvoir. La première année de son emprisonnement dans le donjon, il tua près de 200 000 monstres. Démembrant leur corps, il apprit à les consommer en toute sécurité et se souvint de quelque chose qui pourrait être son billet de sortie. Un an auparavant, il lisait un guide des monstres avec Jin Yu. Un être appelé Séraphis, le désactivateur, devenait très populaire dans la communauté. Il vit dans une mer sans fin et quand le portail redémarre, il apparaît avec la clé. Généralement, le monde à l'intérieur du portail redémarre lorsque tous les monstres qui s'y trouvent sont tués. Si c'est bien comme elle l'a dit, tuer tous les monstres est le seul moyen pour lui de revenir. L'année suivante, il élimina près de 400 000 monstres. La troisième année, 1 500 000 bêtes furent abattues, il était épuisé et aspirait à retourner dans le monde réel. Il semblait que nettoyer tout le donjon de ces monstres allait être impossible. Néanmoins, il continua et se retrouva face à une véritable mer de monstres. Le flot incessant d'ennemis, auparavant, provenait de ce point précis. Comme si elle sentait sa présence et le saluait, quelque chose d'énorme émergea de l'eau. Au cours des 10 dernières années, le niveau des créatures avait monté en flèche et il combattait maintenant des ennemis de rang S. Il chargea sans crainte, sachant qu'il n'avait d'autre choix que de gagner. Le premier affrontement le renvoya au sol. S'il n'était pas prudent, il pourrait bien mourir cette fois-ci. Il disparut dans un éclair de lumière et tenait soudain sa lame juste à côté de la gueule béante de l'ennemi. C'est ainsi que l'adversaire de classe S tomba. Fang haleté, blessé et épuisé, il avait un énorme trou dans le corps et parfois, il envisageait simplement d'accepter l'étreinte de la mort. Cette pensée lui vint même maintenant, alors qu'il faisait face à une autre horde de monstres. Cependant, il ne pouvait tout simplement pas oublier le visage de Kuna lorsqu'il l'avait trahi, et il ne pouvait s'empêcher de penser à Jin Yu qui devait l'attendre. Avec cela en tête, il était déterminé à tuer tous les monstres et à capturer Séraphis. Après tout, il devait sortir de là, peu importe le temps que cela prendrait. 20 ans passèrent et un arbre mystique se dressait sous le ciel bleu foncé. Parmi ses branches se cachait Fang, qui n'avait même pas tué un seul monstre cette année-là. La seule chose qui restait dans le donjon était le griffon, qu'il devait prendre en embuscade pour l'attraper. Guettant l'occasion parfaite, il bondit au-dessus de sa cible insoupçonneuse. Il réussit si bien et lui trancha le cou, déchirant la chair pour révéler l'os. Cependant, la plaie ouverte se referma rapidement et l'oiseau se retourna pour riposter contre l'humain. Il n'avait pas pu le tuer pendant une année entière et cela le tourmentait. Fang riposta pour aveugler l'ennemi final et lui porter un coup puissant. Ne voulant pas être vaincu si facilement, il déchaîna une attaque massive qui s'étendit à travers le ciel. Il avait déjà affronté cela et savait exactement à quel point ce serait frustrant. Pendant toute l'année, il avait été tourmenté par ce mouvement précis, l'empêchant d'atteindre enfin son objectif. C'était extrêmement rapide et la distance se réduisait progressivement. Sur le point d'être touché, il se retourna et invoqua une capacité défensive pour bloquer les attaques. Le griffon ricana et parla, disant qu'il l'attendait pour faire exactement cela. À cet instant, la capacité du monstre apparut derrière lui et le frappa de plein fouet dans le dos, l'envoyant voler haut dans le ciel. En tant qu'adversaire, le griffon était parmi les rares à le satisfaire. Les attaques magiques, la vitesse et la force du monstre étaient presque imbattables et c'était le seul monstre de classe Super S qu'il ait jamais rencontré. On lui dit de devenir son esclave. S'il voulait que sa vie soit épargnée, un autre barrage d'attaque apparut au-dessus de lui, prêt à frapper. C'était vraiment un monstre de haut niveau, capable même d'interroger un humain. Cela dit, considérer Fang comme un humain à ce stade pourrait être une erreur. Le voyant plaisanter même face à la mort, la bête de rang Super S déchaîna son attaque qui frappa toute directement la cible. Cependant, il allait bien. Quand il a failli mourir à l'instant, la vague noire en lui s'était déclenchée et pendant une courte période, tous les dégâts contre lui seraient inefficaces. De plus, il était capable d'infliger des blessures qui empêchaient tous les monstres de se soigner. Disant qu'il n'aurait pas dû lui donner une chance de reprendre son souffle, Fang bondit pour tuer l'ennemi une bonne fois pour toutes. La taillade de coups mort-vivant frappa sa cible, déchirant son corps et les montagnes massives derrière elle. Avec cela, le dernier monstre du donjon avait été abattu et le redémarrage des portails commença immédiatement. Les nuages dans le ciel se fendirent et s'ouvrirent. Il sut immédiatement que c'est de là que viendrait l'être tant convoité. Comme il s'y attendait, le séraphin descendit, dodu et presque comme un bébé, alors qu'il se posait doucement. Réagissant aussitôt, il bondit vers le porteur de la clé, invoquant les ailes mort-vivantes autour de son dos.
L'être qu'il avait cherché pendant 2 décennies n'était plus qu'à quelques centimètres de son corps. Posant sa main dessus, il se sentit s'enfoncer lentement. Même le Séraphis fut surpris par ce qui se passait, alors il lui dit de ne pas bouger et de lui donner la clé tout de suite. Il répéta cela encore et encore, ayant déjà passé des décennies à attendre. À cet instant, la forme de l'être céleste se métamorphosa et bougea comme des rubans, se tordant et se tournant avec souplesse. Très vite, elle acheva sa transformation et devint le détenteur de la clé. Enfin, Fang obtint le pouvoir de retourner dans son ancien monde après 2 décennies. Un énorme faisceau de lumière jaillit du ciel et ravagea une terre stérile. Au fond du cratère laissé par l'impact se trouvait Fang, qui regarda autour de lui et se demanda s'il était enfin revenu dans le monde réel. Vu le vide de l'endroit, c'était comme s'il était encore dans un donjon sans personne. À cet instant, une créature l'attaqua par derrière. L'embuscade fut assez surprenante pour le blesser, alors il riposta avec colère, se rappelant qu'il avait déjà anéanti tous les monstres. Un seul coup de poing l'envoya s'écraser au sol. En y regardant de plus près, il vit que ce n'était en fait qu'un sanglier ordinaire. Vaincre des êtres de rang S était une chose quotidienne pour lui, mais maintenant, un sanglier posait problème. Il semblait qu'il avait épuisé toute son aura de mort en résistant à l'effondrement du donjon. Maintenant, il n'était plus qu'un éveillé ordinaire de bas rang. Il trouva une cabane abandonnée, utilisée par des chasseurs, et y entra, espérant trouver quelque chose à manger. Appelant quiconque pourrait être là, il ouvrit lentement la porte et jeta un coup d'œil. Posé soigneusement sur le sol, se trouvait un tas d'os, portant encore des traces de chair humaine. Heureusement, cela lui fournit des vêtements étonnamment à la mode pour des chasseurs. De plus, il trouva une carte qui pourrait encore être utilisable malgré le temps écoulé. Il partit avec le peu de provisions qu'il avait trouvé, laissant un cristal magique comme une sorte de paiement pour les objets. Fang atteignit la ville en un rien de temps et fut entouré de gens, comme si rien ne s'était passé. L'hôpital où Jinyu avait été laissé devrait être proche et il la reverrait enfin. À cet instant, quelqu'un lui tendit un dépliant et demanda du soutien pour les âmes sauvages. Une vision désagréable l'accueillit alors qu'il voyait le visage de Kuna sur le morceau de papier. Pour aggraver les choses, un haut-parleur fit une annonce affichant le même visage sur un écran haut comme un gratte-ciel et le présentant comme le capitaine de la guilde des âmes sauvages. Malgré sa jeunesse, il pouvait tuer seul des monstres de rang S et avait fait don de plusieurs clés à la société. En terminant la publicité, le public fut encouragé à rejoindre la guilde sans tarder. Tout cela enragea Fang qui froissa le dépliant et le jeta à la poubelle. Il atteignit rapidement l'hôpital et constata que peu de choses avaient changé depuis sa dernière visite. Une voix forte appela un prêtre lui demandant de sauver son fils, car elle avait travaillé si longtemps sans être payée. Cependant, l'homme de Dieu insulta son salaire et dit que c'était loin d'être suffisant pour les frais médicaux. Sans la moindre pitié, il écarta la vieille femme. Fang la rattrapa et lui demanda si elle allait bien, mais dès qu'elle vit son visage, elle le reconnut malgré les décennies passées. Il la reconnut aussi comme Janky, l'aide qui avait pris soin de Jinyu toutes ces années. Fondant en larmes, elle lui demanda pourquoi il était venu après si longtemps et, avec regret, lui fit savoir que Jinyu était déjà décédé, incapable de l'attendre. La nouvelle le frappe en plein cœur comme un camion et elle le conduit ensuite sur la tombe de la jeune fille. C'est arrivé il y a 20 ans, juste au moment où il est entré dans le donjon. Son corps a soudainement commencé à convulser et même 2 prêtres de rang moyen n'ont pas suffi à la sauver. Sans personne pour la prendre en charge, Mwasho pour la prendre en charge, Janky a acheté une tombe afin qu'elle puisse enfin reposer en paix. Toujours en larmes, il remercie la vieille soignante pour tout ce qu'elle a fait pour eux. En compensation des frais d'enterrement de Jinyu, il lui tend un unique cristal magique. Ses yeux s'écarquillèrent de sous le choc en voyant le noyau de monstre de rang S et elle tenta de refuser. Cependant, il le dépose simplement et délicatement sur sa paume. Il a entendu sa conversation avec le prêtre et lui assure que ce sera plus que suffisant pour son fils. Une fois cela réglé, il lui demande de partir en premier car il aimerait passer un moment seul avec Jinyu. Le jeune homme s'accroupit alors devant la tombe et pleura, sortant une pile de noyaux de rang S de ses poches. Il les avait tous collectés avec un soin méticuleux, s'assurant d'en avoir amplement pour payer ses factures et lui offrir tout ce qu'elle aurait pu désirer. Maintenant qu'elle n'était plus là, ils étaient tous devenus inutiles, rien de plus que de simples morceaux de roche sur le sol, tandis que le jeune homme en deuil s'excusait sans fin. L'aura de mort du cimetière s'écoulait entièrement en lui, interrompant son recueillement par une nouvelle annonce retentissante. Ayant entendu le nom de Kuna bien trop de fois pour la journée, le chagrin de Fang fut momentanément remplacé par une rage pure et dévastatrice envers l'homme qui l'avait piégé. Il projeta alors une vague d'énergie sombre qui déchira l'aéronef en 2. Étonnamment, Kuna se trouvait suffisamment proche pour assister à la scène au moment même où cela se produisait. Les chasseurs, vivement inquiets de la menace pesant sur leur chef, se sont immédiatement mis en mouvement pour enquêter. Pendant ce temps, de retour au cimetière, Fang avait réussi à récupérer près de la moitié de sa force grâce à l'abondance d'aura de mort présente. La carte d'identité de Fang est toujours acceptée par le système de sécurité du centre de mission et communication. L'endroit était aussi animé et bruyant que jamais. Les gens qui s'y rendent sont généralement ceux qui refusent de se conformer à la guilde, ainsi que les soutiens externalisés qui ne sont pas rémunérés par elle, tout comme lui auparavant.
Il voit désormais cet endroit sous un tout autre jour, y revenant après que 20 longues années se soient écoulées. Kuna doit certainement croire qu'il a disparu depuis bien longtemps, ce qui signifie qu'avant sa grande révélation, il doit faire de son mieux pour absolument rester discret. Il est témoin d'un homme nommé Kango qui se plaint amèrement d'un acheteur prenant beaucoup trop de temps. Le marchand négocie, expliquant que ses marchandises ne valent pas grand-chose sans un noyau. Alors que leur dispute s'intensifie, Fang décide d'intervenir de sa propre initiative. Il a scié et dodo, il a vu de nombreux monstres amphibies de ce type dans le donjon et c'est précisément où se trouve leur noyau. Pour mouvoir leurs tentacules, les cristaux magiques se développent souvent dans leurs griffes. Il les brise donc et remet les marchandises au propriétaire qui est absolument ravi de cette aubaine inattendue. Il est étonnamment aimable et offre à Fang une petite part du butin, mais le jeune homme refuse, ayant une autre faveur à demander. Ayant entendu parler de son intention d'entrer dans un donjon, il demande à se joindre à eux. Les gens préfèrent normalement l'argent, mais comme il est différent, Kango l'interroge sur son véritable but. Il ment en affirmant qu'il mène une étude et qu'il a besoin d'observer des monstres précisément à cette fin. Interrogé sur son talent, il répond qu'il n'en possède aucun, mais promet de prendre en charge toutes les tâches de soutien. Un membre à l'allure maladive, Alex, se moque de ses paroles et déclare que les bons à rien sans talent feraient mieux de trouver un emploi à temps partiel à la guilde. Le chef demande de ne pas faire attention à lui car de petits groupes comme le leur ne peuvent absolument pas se permettre d'intégrer des gens ordinaires. Même s'il n'y en a qu'un seul, ils entraîneraient normalement tout le groupe vers le bas, mettant ainsi leur vie en péril. Les ignorant totalement, Fang observe la blessure de l'homme arrogant et lui demande ce qui a bien pu arriver pour que son bras soit dans cet état. Il a participé à un test d'entrée pour une guilde et s'est blessé après s'être grandement surestimé. Alex fronce les sourcils, irrité par les mots ouvertement insultants du chef. Le nouveau venu remarque qu'il y a également un poison puissant qui nécessite un traitement particulièrement coûteux. Alors il se moque de lui, parlant comme s'il savait comment le guérir. Souriant et sachant pertinemment qu'il en est capable, Fang demande au marchand un morceau de griffe de monstre. Il dit à Alex de le mâcher et de l'avaler et celui-ci se montre étonnamment obéissant. Le faire agir ainsi n'est qu'une simple couverture afin qu'il ne remarque pas le jeune homme guérir la blessure par lui-même. Le poison est retiré en quelques instants seulement, à leur plus grande joie. Même Kango est profondément impressionné par ses connaissances, à tel point qu'il l'autorise à rejoindre leur groupe. Juste pour être prudent, ils cherchent à trouver un autre individu doté d'un talent avant d'entrer dans le donjon. Pendant ce temps, une autre personne remarque Fang et plus spécifiquement la veste qu'il portait. Il appelle un certain grand patron et bien qu'il n'ait pas encore retrouvé son fils, il a découvert des informations d'une importance capitale. L'odeur émanant de la veste d'un certain homme était très certainement celle de son fils. Pour être encore plus précis, c'était l'odeur du cadavre de son fils. On lui ordonne de suivre la cible de très près et de continuer à relayer toutes les mises à jour importantes. Suivant scrupuleusement ses ordres, Mugo s'approche du groupe et leur demande s'ils sont à la recherche d'un autre membre. Il révèle que son talent réside dans des sens améliorés et qu'il est, en plus de cela, un excellent archer. Comme c'est amplement suffisant pour le capitaine, Kango complète leur groupe de 5 et invoque son épée de sa ceinture pour enfin pénétrer dans le donjon. Fang est alors confus par le compte, constatant qu'ils ne sont en réalité que 4. Plus tard, dans la petite forêt, ils se regroupent avec un autre chasseur. Moxia arrive toujours la première, principalement parce qu'elle n'apprécie guère les endroits très fréquentés. C'est la 5e membre, mais malgré son déguisement, le jeune homme était absolument certain qu'elle était en réalité un monstre se faisant passer pour une humaine. Même l'archer au sens aiguisé ne perçoit pas son secret, mais rien ne peut échapper à l'expérience inouïe de Fang, fruit de décennies passées à traquer et tuer des monstres. Cela dit, il ne détecte pas la moindre once d'intention de tuer de la part de la jeune fille. Kango tient une clé et demande si tout le monde est bien prêt à commencer. C'est une clé sans couronne, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de monstre particulièrement difficile à l'intérieur du donjon. Le groupe ouvre la porte et entre, le capitaine les guidant joyeusement en tête. Tandis que Fang se demande s'ils sont réellement en train de suivre un monstre infiltré à l'intérieur, Alex lui conseille de ne pas gâcher sa précieuse vie, puisqu'il a tout de même sauvé la sienne. Il dit alors au mage de se taire, y mêlant juste assez d'intention de tuer pour le faire gémir de peur. Le mage fronce les sourcils et lui dit qu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui, mais Fang insiste sur le fait qu'il n'y a absolument rien de bon à reculer maintenant qu'ils sont arrivés. Il entre en dernier et la lourde porte se referme derrière lui. C'est ainsi qu'il se retrouve de nouveau dans un donjon. L'autre côté de la porte révélait une terre volcanique, mais Kango donne calmement à chacun un aperçu des choses à surveiller. Les monstres ne seront pas excessivement dangereux, mais la température élevée et la toxicité de l'air sont à prendre en compte. Pour cette mission, ils combattront principalement des chiens de magma, car leurs noyaux et leurs petites cornes sont très précieux. Puisqu'il est un excellent combattant au corps à corps, il fera équipe avec leur fidèle mage. Pendant ce temps, Moxia, qui est une contrôleuse, formera une équipe avec le nouvel archer. Enfin, Fang, étant un non-combattant, se concentrera uniquement sur la collecte des noyaux et des cornes. Juste au moment où ils finissent de parler, les monstres se dirigent d'eux-mêmes vers les chasseurs. Avec 10 heures au compteur, tout le monde est rapidement passé à l'action. Les chiens de magma grognèrent et s'approchèrent, sifflant de chaleur en ouvrant leur gueule béante pour révéler l'œil unique à l'intérieur. Kango a sauté de manière préventive et a immédiatement découpé une cible en morceaux. Il envoie les roches brisées vers Alex, qui les affronte courageusement et fournit un soutien essentiel en transformant les éclats en une puissante rafale de glaçons acérés. Ces projectiles déchirent de les autres monstres qui n'ont même pas la moindre chance de riposter. Étrangement vantard, le mage dit au porteur de commencer sans tarder à collecter les matériaux. Fang fait ce qu'on lui dit et retire calmement les divers morceaux des cadavres de monstres.
Il se dit qu'il doit endurer cette situation juste un petit moment de plus. Comme il a un peu baissé sa garde, quelques bêtes parviennent à se glisser derrière lui, mais tout ce qu'il a à faire est de libérer une infime partie de son aura pour les faire s'enfuir de peur. Pendant ce temps, Mugo suivait silencieusement Moxia très active. Il était censé traquer sa cible principale, mais se retrouvait désormais coincé avec quelqu'un d'autre. Les deux se retrouvent soudainement encerclés par des ennemis, et cela s'est produit au moment précis où ils se sont laissés distraire. La jeune fille lui dit de ne surtout pas paniquer et d'attendre plutôt son signal. Utilisant son pouvoir, des ondes de contrôle sont libérées de sa tête, et les chiens répondent en ouvrant grand leur gueule, laissant ainsi leurs yeux vulnérables complètement exposés. Dès que Mugo reçoit le signal, il scanne rapidement toute la zone, prenant note de tous les ennemis présents et des angles exacts où il doit absolument tirer. Une seule flèche est encordée et son tir libère une puissante rafale de vent. Elle traverse la première cible, mais au lieu de s'arrêter, elle continue sa course vers la suivante, tournant et courbant, avec une précision incroyable pour frapper tous les molosses présents. L'archer en tire une autre pour accélérer encore le rythme. Le travail accompli, il récupère la flèche qui file directement dans sa main. Pendant ce temps, l'autre duo se livrait à une compétition pour savoir qui pourrait abattre le plus d'ennemis. L'expression de Fang n'était pas le moins du monde excitée, ni même inquiète. Le niveau de ses ennemis est si incroyablement bas qu'il aurait de la chance de récupérer à peine 1% de son pouvoir après 10 heures de combat. Alex continue de se vanter et de se moquer de lui tout au long de l'affrontement. Il tire un rayon de glace sur un autre ennemi, mais celui-ci résiste à l'attaque et tente de continuer à se battre. Il a révélé son œil, qui débordait d'un étrange et inquiétant pouvoir. Fang a immédiatement réalisé ce qui était en train de se passer. Il dit au mage d'arrêter d'utiliser la magie et de laisser cela au capitaine avec sa grande épée, mais le chasseur arrogant a catégoriquement refusé de prendre des ordres, même de celui qui lui avait pourtant sauvé la vie. Un torrent de magie de glace est projeté sur le chien blessé. Il frappe la cible de plein fouet et gèle son corps tout entier. Cependant, échouer à tuer une bête en un seul coup risque de la faire évoluer, et la magie ne fait qu'accélérer ce processus. Comme on pouvait s'y attendre, un être bien plus fort a brisé la carapace gelée. Son apparence démoniaque fut suffisante pour envoyer un frisson glacial le long de l'échine du mage de glace. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, et la mort pourrait bien réellement arriver aujourd'hui. Refusant catégoriquement de céder, il se convainc de continuer à attaquer sans relâche jusqu'à ce que la bête soit morte. Une énorme lance glaciaire est projetée sur le monstre. Cela ne fait qu'irriter davantage le chien évolué, qui riposte en déchaînant une vague de lave dévastatrice sur son ennemi. Ce n'est absolument pas prévu, mais Fang réalise qu'il doit impérativement intervenir s'il ne veut pas qu'il périsse. Une mystérieuse énergie traîne Alex vers le ciel contre sa volonté, le sauvant ainsi de la lave. La scène est si inédite que Kango se demande comment et quand il a bien pu éveiller la magie de vol. Atterrissant juste devant lui, le mage suggère de s'enfuir car l'ennemi était clairement hors de leur portée. On lui demande comment son salaire va bien pouvoir être payé s'ils repartent sans le moindre butin. Le capitaine déterminé ordonne à Moxia de le contrôler et elle se jette obéissante dans l'action. Malheureusement, l'écart entre leurs pouvoirs est bien trop immense pour qu'elle puisse y parvenir. Alex tente de nouveau de convaincre tout le monde de battre en retraite, allant même jusqu'à dire qu'ils peuvent oublier son paiement. Cependant, son corps s'envole soudainement, une fois de plus porté par l'étrange pouvoir de Fang. Le mage s'est vu accorder des ailes qui l'ont amené juste devant la gueule de la bête. Il les supplie de ne pas le rapprocher davantage, mais l'ange mort-vivant n'avait absolument aucune intention d'exaucer ses suppliques. Alex se trouvait juste au-dessus de la gueule démoniaque et grésillante du chien évolué. La bête crache un torrent de lave qu'il esquive de justesse, échappant ainsi à une mort certaine. Alors que la bête prépare une autre attaque, Fang reconnaît là sa chance de frapper pendant qu'elle est en temps de recharge. Un petit mouvement de son doigt fait que le bras du mage s'étend pour saisir une petite dague en bois. À sa plus grande surprise, une lame noire et tranchante se matérialise soudainement de l'énergie. Il hurle sous le choc en sentant le poids écrasant de l'arme sur son bras. Incapable de la maintenir, la pointe se dirige vers le bas et il chute lourdement avec elle. Le chien est coupé en deux comme du beurre, tandis que la force pure de la chute déchire également la terre derrière la cible, allant même jusqu'à fendre une montagne voisine en deux. Fang note qu'il est absolument impossible de gérer la puissance de sortie tout en contrôlant quelqu'un avec le rat de mort. Pendant ce temps, Alex respirait encore difficilement, secoué par cette expérience apparemment hors du corps. L'épave devant lui était si massive qu'il doutait sérieusement d'avoir réellement accompli un tel exploit. D'un autre côté, Kango était simplement ravi qu'il ait encore un autre atout dans sa manche. Ne voulant absolument pas laisser passer l'occasion, le mage donne une explication superficielle d'acceptation et surprend Fang en s'attribuant carrément le mérite de cet incroyable exploit. Puisqu'ils ont terminé la mission de 10 heures en seulement 3 heures, Mugo demande quelle est la prochaine étape. En fait, Kango réfléchissait à faire quelque chose de particulier. La raison pour laquelle il a obtenu la clé à si bon marché était apparemment due au fait que beaucoup de gens y sont morts. Il y a une grotte inexplorée bien plus profonde et personne n'est jamais revenu après avoir tenté de l'explorer. Cependant, si Alex est pas capable de tuer des monstres de rang B, alors il ne devrait pas y avoir le moindre problème à aller y jeter un œil. Avant que le mage ne puisse même refuser, Fang utilise son pouvoir pour le forcer à un rapide signe d'approbation. C'est ainsi qu'ils s'aventurèrent dans cette grotte dangereuse et sinistre. Une faible lumière à l'entrée suffisait à révéler à quel point l'intérieur était périlleux. Puisque les chemins sont particulièrement complexes, Kango dit à tout le monde de suivre son exemple de très près. Cependant, il ne trouve étonnamment personne derrière lui, alors le chef soi-disant courageux s'accroche désespérément au mage, pensant que celui-ci peut vaincre absolument tous les ennemis présents. D'un autre côté, Fang s'est éloigné complètement seul,
Les monstres qui vivent dans les grottes attendent généralement que les humains y pénètrent, puis scellent l'entrée derrière eux. En d'autres termes, ils attendent probablement d'embusquer le groupe sur les chemins secondaires. Il s'aventura alors plus profondément tout en étant discrètement traqué par Mugo qui le suivait de près. S'il voulait interroger la cible en privé, ce serait le moment absolument idéal. Juste à ce moment-là, le jeune homme aperçoit un groupe de chiens de magma qui ont déjà évolué de multiples fois. L'archer panique, sachant qu'une telle horde tuerait même des éveillés de Rambé les plus puissants. À son choc et à son plus grand émerveillement, les puissants monstres sont découpés en un clin d'œil. Il voit le porteur, soi-disant impuissant, les déchirer sans effort. La plupart ne pouvaient même pas riposter car leur corps était détruit avant même qu'ils ne puissent le voir arriver. Malheureusement pour eux, ils sont exactement ce dont Fang a besoin pour regagner son aura de mort dépensée. Après un certain temps à s'enfoncer toujours plus profondément dans la grotte, Fang trouve enfin un ennemi qui est suffisamment intéressant pour lui. Un rapide mouvement de sa main redirige sa première attaque, mais le monstre projette alors un torrent massif de lave pour compenser. Poussant sa main en avant, l'ange mort-vivant invoque un orbe noir fait d'aura de mort pure. C'est suffisamment puissant pour annuler complètement l'explosion de lave sans la moindre résistance. Il demande si c'est vraiment tout ce que le monstre a à offrir et s'il ose le mépriser. En guise de punition, il projette l'orbe sombre sur l'ennemi et l'utilise pour écraser son corps tout entier, le réduisant à néant. La force exercée pousse contre son corps dur, mais envoie également des secousses sismiques à travers les murs de la grotte. Pendant que les autres chasseurs se demandaient ce qui était en train de se passer, l'attaque a percé la grotte et a jailli vers l'extérieur. Là, le cadavre du monstre le plus puissant repose, étant lentement drainé de son aura de mort. Fang a volé au-dessus de la bête, absorbant tout le pouvoir pour restaurer le sien. Pendant ce temps, Mugo fixait, sous le choc et l'incrédulité, à quel point il était complètement dépassé par la cible. Le jeune homme s'est soudainement retourné en percevant une présence. Réalisant qu'il avait été repéré, l'archer s'est désespérément accroupi pour se dissimuler, mais l'ange mort-vivant fonçait déjà à toute vitesse vers sa cible. En un clin d'œil, il se trouvait au-dessus de Mugo et ressemblait à l'incarnation même de la mort. À sa grande surprise, il passe juste devant lui et enfonce sa main dans le sol, déclarant que de tels tours ne l'atteindront pas. Sa main était déjà autour du cou de Moxia et voyant qu'elle avait déjà une dague prête à riposter, il lui a remis les idées en place et lui a arraché son arme. Son cou est presque écrasé par sa prise, ce qui la force également à abandonner son déguisement humain. Elle recule alors qu'il confirme qu'elle est bel et bien un monstre caché, mais il était implacable et a exigé de savoir pourquoi elle le suivait avec tant d'insistance. Elle raconte le jour au cimetière où il a fait exploser l'aéronef de Kuna. Le destin a voulu qu'elle soit présente pour témoigner de son explosion de rage, et elle partage par pure coïncidence son désir de tuer le chef de guilde également. Ajoutant que l'archer est en train d'écouter derrière lui, elle lui demande s'il aimerait qu'elle poursuive son explication. Il y réfléchit un court instant et décide de la laisser vivre pour le moment, mais s'en va afin de faire semblant qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Mugo était déjà en train de courir, sentant l'homme démoniaque s'approcher. Fang ne l'a pas poursuivi et s'est plutôt penché. Moxia remet son déguisement et lui demande ce qu'il fait, alors il répond qu'il fait simplement son travail en collectant les pierres magiques. 5 heures plus tard, le groupe se regroupe et Kango pense, avec une inconscience totale, que rien de fâcheux ne s'est produit. Il demande à Fang s'il a vu quoi que ce soit d'étrange, mais le porteur feint également l'ignorance. La paix dans la forêt de dimension est interrompue alors qu'ils ouvrent la porte pour retourner. Ne perdant pas un seul instant, le chef demande immédiatement à vérifier le butin. Il regrette d'avoir pris un humain impuissant alors qu'on lui tend une maigre poignée, mais change rapidement d'avis lorsque Fang plonge la main dans sa poche et lui offre une pile entière de noyaux. Avec une autre pile provenant de son autre poche, l'humeur du capitaine change alors complètement. Refusant une invitation à boire un verre gratuitement, le jeune homme s'en va de son propre chef. Tandis que les autres partent également, Mugo compose d'urgence un numéro sur son téléphone. Il dit qu'il ne peut absolument pas gérer la cible seul et qu'il aura besoin de 3 chasseurs expérimentés pour l'aider. Déçu de n'avoir pas pu collecter beaucoup d'auras de mort, Fang vise un donjon bien plus puissant. Juste à ce moment-là, un gantelet doré fonce à toute vitesse vers son visage. C'est suffisamment lourd pour le repousser, mais il recule heureusement et se défend juste à temps. Une attaque imprégnée d'aura de mort bloquait déjà son chemin, alors il a projeté un rayon pour la briser. Cependant, il est confus de constater que son sort a été complètement et totalement annulé. C'est comme si ses capacités étaient spécifiquement conçues pour fonctionner directement contre les siennes. Devant lui, les 3 attaquants inconnus sont apparus soudainement des ombres. Mugo suit de derrière, expliquant qu'il a amené des experts après la surprise qu'ils ont eue dans la grotte. Assurant qu'il ne le tuera pas mais ne fera que lui briser les membres, l'archer lance sa flèche. Fang observe calmement et silencieusement la flèche foncer droit sur lui, tandis qu'une intense bataille éclate autour d'eux. Pendant que cela se produisait, un autre ennemi a commencé son incantation. Le projectile a disparu, mais un énorme cercle magique a émergé de sous ses pieds. Grâce à cela, le mage appelle l'arme manquante et d'innombrables flèches apparaissent soudainement pour être tirées sur la cible depuis le sol. Ils sont choqués de le voir esquiver chacune d'elles sans même être égratignés, mais Mugo refuse catégoriquement d'abandonner et lance une attaque spéciale. Bien qu'elle soit attrapée sans le moindre problème, Fang ne perçoit pas la tâche immédiatement. Ricanant, l'archer appuie sur un détonateur.
provoquant l'explosion d'oxyde de magnésium fabriqué spécifiquement pour lui. Il fut alors complètement aveuglé. Quand il a retrouvé la vue, une paire de mains squelettiques géantes l'avait déjà fermement en son pouvoir. Ils sont en fait assez impressionnés qu'il ait pu tenir tête contre eux pendant si longtemps. On dit aux bagarreurs de ne pas frapper trop fort car ils doivent absolument le garder en vie. Il dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de sa mort. Malheureusement, il ne peut pas promettre que la cible sera capable de parler après la raclée qu'il lui infligera avec ses gantelets. Fang laisse un simple murmure d'aura de mort s'échapper de sa bouche, mais c'est amplement suffisant pour s'occuper de l'ennemi qui se trouve devant lui. L'homme est tombé lourdement au sol, ses bras tranchés en morceaux. Briser les coups des mains squelettiques fut assez facile, et tandis que la jeune fille qui les contrôlait était surprise par cette évasion soudaine, elle a levé ses paumes dans une tentative de le capturer à nouveau. Il rencontre ses mains avec les siennes, insulté qu'elle puisse penser le défier avec si peu de pouvoir. Se sentant ouvertement moqué, il lui donne un violent coup de pied dans le ventre et lui coupe le souffle en un instant. Pendant ce temps, le mage utilise un autre sort et invoque une flèche pour la tirer depuis derrière lui. Sans hésiter et refusant d'endurer ses ruses mesquines, Fang attaque directement ce lâche. En un instant, les trois élites sont vaincus, mais Mugo lui tirait toujours des flèches sans force. Ignorant cela, l'ange mort-vivant s'approche et s'empare de son arc. Avec une pure force physique, il brise l'arc de 400 livres en deux sans même scier. Puis, pinçant l'oreille de l'archer, Fang le soulève et exige de savoir qui l'a envoyé. Si c'est Kuna, son identité est révélée et il doit tuer tout le monde ici. Mugo lui demande s'il réalise quels vêtements il porte. Il l'accuse d'avoir tué le fils du patron et de faire l'idiot malgré tout. La réalité le frappe et il est agacé qu'une veste prise au hasard cause tant de problèmes. Il repousse le larbin et lui dit de l'amener à son patron. C'est ainsi qu'une voiture luxueuse et coûteuse roula dans la nuit après les avoir récupérés tous les deux. Mugo dit à Lulu qu'il a ramené la cible, quelles que soient les circonstances, et demande à être payé. Le gérant lui ordonne de se taire car on leur a dit de rester silencieux jusqu'au manoir. Effrayé, le subalterne obéit. La voiture atteint un immense domaine et franchit ses portes. La sortie se referme dès leur entrée et ils sont conduits vers un tapis rouge menant à un trône de fer. Là, Zack était assis, sombre et attendant ses visiteurs. Pathétique comme toujours, Mugo le loue pour s'attirer ses faveurs, mais on lui demande s'il a eu la permission de dire un mot. Le rat réduit au silence, le patron se tourne vers le seul à qui il veut parler. Fang sourit et salue le chef du domaine, et on lui demande s'il sait pourquoi il a été amené directement ici. Le vieil homme a engagé 5 mages de type contrôleur pour établir un domaine anti-talent. Après tout, la cible n'aurait peut-être pas pénétré s'il l'avait senti ne serait-ce qu'un peu. C'est vrai, et même l'ange mort-vivant ne peut pas du tout utiliser ses pouvoirs. Vu les environs, il réalise qu'il y a plus et que le trône de Zack amplifie sûrement le pouvoir du domaine. C'est pour s'assurer qu'il ne puisse utiliser aucun talent près de lui. Mugo se vante encore, disant qu'il doit être choqué par les mesures prises. Mugo a utilisé ses pouvoirs pour envoyer un message au patron et partager comment épingler l'utilisateur d'aura de mort. Zack se lève de son trône et fixe le jeune homme, mais Fang ne scie même pas. On lui dit de répondre honnêtement et on lui demande qui l'a envoyé tuer son fils. Le chasseur dit n'avoir tué personne et commence à expliquer, mais l'archer pointe son arc, furieux qu'il ose encore mentir. Écœuré de lui, l'ange de la mort se tourne en un instant et commence à battre l'homme agaçant qui pleure son bras cassé. Il a finalement causé le malentendu et Fang en avait assez de comprendre quelqu'un d'aussi odieux. Quand il a fini d'écraser cet insecte agaçant, une multitude de points rouges apparaissent sur son corps. Alors que des snipers le visaient, Zack demande à nouveau qui l'a envoyé tuer son fils. Se sentant mal pour lui, le jeune homme essaie toujours de dissiper le malentendu. Il plaide et insiste n'avoir pris les vêtements qu'au hasard, mais le vieil homme, croyant qu'il ment effrontément, est insulté et lui marche sur la tête. Piétinant plus fort, il dit au sniper de tirer sur tout, sauf là où il marche. Malheureusement pour lui, Fang a enfin atteint sa limite, surtout en se souvenant comment Kuna l'a rabaissé et opprimé. Ignorant les snipers, il repousse d'abord le pied du vieil homme, puis envoie des traînées de son aura de mort suivre les lasers pointés sur lui. Son pouvoir s'enroule autour de leurs armes et brise bientôt toute la barrière, prenant le contrôle de leur corps. En un clin d'œil, tous ceux qui visaient de loin étaient soudainement en l'air, tous tirés vers lui. Alors que les corps tombaient dans la cour, Fang exigea qu'ils écoutent d'abord son explication. Les snipers devaient doubler la sécurité, mais leurs lunettes ont servi à pénétrer la barrière. Réalisant qu'il était dépassé, Zack décide enfin d'écouter. Le chasseur annule son pouvoir et retire la veste en question. La pliant soigneusement, il dit qu'il rendra volontiers le vêtement et partage l'avoir trouvé dans une cabane de chasseurs. Un visage familier se dresse à la mention de l'endroit.
Alex se souvient du poison sur son bras lors de leur première rencontre et dit l'avoir eu là-bas. Il est censé prendre un verre avec les autres. Mais Kengo étant KO après un verre, il a dû trouver un autre travail pour gagner de l'argent. Il essaie de s'en tirer, disant qu'il n'est là que pour refroidir les armes et n'a pas essayé de le tuer. Mugo se lève malgré les coups et mentionne un chasseur Shuhai. Alex le confirme, disant que l'homme en question commet du cannibalisme et l'a même mordu. En entendant ce trait, Fang ne peut s'empêcher de noter le squelette entier qu'il a vu dans la cabane, qu'il pensait n'être qu'un accessoire. Maintenant qu'il y pense, il appartient probablement au fils disparu. Avec cela, on dit à Lolu d'organiser immédiatement un hélicoptère vers l'endroit qu'ils décrivent. Le voyage ne prend pas trop de temps et ils se retrouvent au milieu des bois en un rien de temps. Ils entrent ensemble dans la cabane. Mugo tient le squelette, confirmant que son odeur ressemble à celle du jeune maître. Accumulant les preuves, il conclut que ce sont en fait les restes du fils du patron. Avant qu'il ne puisse continuer, Zach éclate en sanglots et pleure en tenant son fils mort. Il demande pourquoi il ne l'a pas écouté et a agi si obstinément. À l'époque, le garçon, portant sa veste, se vantait avec enthousiasme de ses pouvoirs éveillés. Le vieil homme insistait qu'il serait mieux pour lui d'apprendre le métier familial. Cependant, il insistait pour devenir un chasseur estimé, car c'était le seul moyen d'impressionner son père. Sur ce, il se détourna pour partir, disant avec enthousiasme qu'il avait trouvé un maître vraiment puissant pour l'enseigner. Comme c'était sa première fois dehors, Lolu a proposé de le suivre secrètement à l'époque, mais Zach a dit que ce n'était pas nécessaire, car il devait apprendre le monde d'une manière ou d'une autre. Cette erreur lui a coûté la vie de son fils et maintenant il ne peut que jurer de le venger. Exigeant de savoir où était le tueur, Mugo explique que c'est un membre du gang de la montagne, directement sous la domination de Kuna. Déposant les restes squelettiques sur le canapé moelleux, Zach ordonne à Lulu, également en deuil, d'appeler tous ceux qu'il peut. Il a aussi le cœur brisé par la mort du garçon, s'affronter à une telle guilde détruirait leur maison. De plus, la faveur publique était du côté de Kuna, ce qui signifie qu'il risquerait aussi de nuire à la réputation de l'entreprise. Cependant, si le grand patron insiste pour la guerre, alors il ira se préparer. Zach berce les restes de son fils en pleurant, ayant l'intention de le ramener à la maison. Il jure ensuite de se venger de son meurtrier. Pendant ce temps, Alex contemple à quel point il est étrange que le poison ait vraiment tué le jeune maître, car il ne pouvait même pas faire fondre les os et ne semble être qu'un rancé pour lui. Cependant, quand il a combattu le gars, il a été blessé juste par le poison de l'homme qui a à peine égratigné son armure de glace. Sachant qu'il était désavantagé, il a dit au gars qu'il abandonnait. Il se souvenait qu'il y avait une énorme différence de compétences. Pendant ce temps, cela dérange Fang que la plupart des noyaux de monstres de rang A aient été emportés par le groupe Quan. Plus tard, les restes du patron sont mis dans une boîte pour qu'il puisse le ramener à la maison. Zach s'excuse ensuite auprès de Fang pour le malentendu, déclarant qu'il est en deuil pour son fils et pensait qu'il était son meurtrier. Il propose de le dédommager pour les ennuis qu'il a causés et Fang répond qu'il a besoin d'une veste, une qui puisse complètement couvrir son visage. Plus tard, Fang est vu entrant au quartier général du groupe Quan. Les autres guerriers essaient de l'arrêter, mais il est trop fort pour eux et les tue en un instant. Les autres membres suivent, le blâmant pour sa mort imminente puisqu'il a lui-même fait irruption en enfer. Cependant, comme les autres, ils sont facilement vaincus. L'un d'eux supplie pour sa vie et Fang lui ordonne d'amener le chasseur Shuhai. Le membre suit immédiatement sa demande et est sur le point d'aller chercher le chasseur Shuhai. Mais à la surprise de Fang, le membre est assassiné devant lui. Le chasseur Shuhai, Goldo, apparaît avec 2 membres de rang A. Fang avertit les deux de reculer car il n'est là que pour le chasseur Shuhai. Les rangs A prévoient de le vaincre et de le finir dès que possible pour lui montrer la différence de leur pouvoir. Fang affirme tranquillement que c'est une bonne décision d'y aller seul puisqu'il peut collecter de l'énergie spirituelle. Les 2 rangs A sautent alors vers lui et attaquent, mais il les esquive facilement. Ne voulant pas perdre son temps avec eux, il les achève, ne leur donnant aucune chance de devenir sérieux. Juste à ce moment-là, Goldo le frappe avec son poison, mais il l'évite juste à temps. Il se moque de l'homme pour lui jouer des tours d'enfant. Cela irrite encore plus le chasseur Shuhai et il lui envoie plus de poison. Fang parvient à l'esquiver et à le renvoyer à Goldo, blessant son visage. Il attrape ensuite le visage de Goldo et le soumet. Enragé, le chasseur Shuhai se transforme en sa véritable forme de bête, un serpent, et essaie de piquer Fang. Mais Fang est plus rapide et le poignarde avec sa lame. Il dit à Goldo qu'il n'aurait pas dû être si gourmand et essayer d'absorber l'énergie spirituelle de quelqu'un hors de sa ligue. Goldo est finalement vaincu. Juste à ce moment-là, un autre membre apparaît et le remercie d'avoir tué Goldo puisque Kuna insistait pour faire de ce gars leur adjoint. Il admet qu'il essayait de trouver des moyens d'éliminer le serpent sans offenser le chef de guilde, Kuna. Il offre à Fang une place dans son équipe sans même passer de test. Fang se souvient de lui d'avant quand il était toujours avec Kuna.
L'homme Taka est choqué que Fang le connaisse. Déclenché, Fang l'attaque d'un mouvement rapide. L'homme active son pouvoir de feu juste à temps et esquive l'attaque. Il commente que Fang a réussi à retirer ses vêtements rapidement pour éviter d'autres brûlures. Fang est surpris que son adversaire soit rapide et qu'il ne l'ait même pas vu bouger pour esquiver l'attaque. Taka mentionne qu'il a tué 3 rangs A, ce qui le place dans le top 200 des aventuriers. Mais il souligne que Fang a choisi la mauvaise personne à défier puisqu'il est dans le top 100. Il donne un coup à Fang et parvient à le maîtriser. Fang analyse ses mouvements, pensant qu'il a esquivé plus tôt mais a quand même été brûlé. Taka se moque de lui, disant que quelqu'un comme lui ne peut pas comprendre un pouvoir comme le sien. Sur ce, il se jette sur Fang qui a maintenant une tuile en main et la jette vers son adversaire. Il l'utilise comme diversion et attaque Taka avec son arme, réalisant que son adversaire n'est pas une classe de feu après tout. Il engage l'homme au combat, ce qui déroute ce dernier. Il lui porte des coups successifs, surprenant Taka. Il demande ensuite pourquoi il ne met rien en feu et se demande si les coups rapides l'empêchent de se concentrer, et en retour, il ne peut plus utiliser son esprit pour accélérer les électrons. Taka est choqué qu'il ait pu analyser sa capacité après l'avoir observé pendant seulement quelques mouvements. Fang sourit, voyant son adversaire déconcerté par sa révélation. Plus tôt, il a remarqué que sa veste commençait à brûler à cause de la fermeture éclair en acier. Cependant, quand ils étaient à proximité, ses vêtements fins ne brûlaient que très peu. Puis il a brûlé la tuile avec une telle vitesse et c'est là que Fang a compris le secret de sa compétence. Pour confirmer ses soupçons, il a utilisé son épée spirituelle pour l'attaquer et comme prévu, l'homme n'a pas brûlé l'épée faite d'énergie spirituelle, mais a choisi de l'esquiver. Au final, même s'il a bien déguisé son talent, Fang l'a compris. Il ajoute que les talents de classe mentale deviennent inutiles si le porteur est submergé pendant un combat. Déclenché, l'homme passe à pleine puissance, faisant accélérer non seulement les électrons, mais aussi d'autres particules. De cette façon, il peut former un champ de chaleur assez chaud pour brûler Fang et le réduire en cendres. Il active son pouvoir, mais Fang est plus rapide et lui tranche les membres avant qu'il ne puisse le faire. L'homme hurle de douleur alors qu'il gît impuissant sur le sol. Fang se moque de lui pour ne pas savoir que l'énergie spirituelle est creuse et n'a pas de particules, ce qui le fait perdre le combat. Taka reconnaît sa défaite et supplie pour sa vie. Cependant, Fang refuse de le laisser partir et jure d'envoyer Kuna en enfer pour le rejoindre sous peu. Juste à ce moment-là, l'homme se souvient que Fang était le garçon qu'ils avaient tué auparavant. Alors que Fang est sur le point d'enfoncer l'arme dans sa poitrine, il prononce soudainement le nom de Jinyu, faisant arrêter Fang. Réalisant qu'il pourrait révéler des informations vitales, Taka se poignarde avec l'épée de Fang. Il semble mourir sans rien dire, laissant Fang se demander ce que cela aurait pu être. Pendant ce temps, l'homme sourit intérieurement. Il n'est pas mort et a seulement fait semblant. Il a divisé les particules de son cœur pour échapper à la mort. Cela fait 20 ans et il est surpris que Fang ait survécu et soit même devenu fort. Il essaie de rattacher ses membres, mais dans son état, il faudra 10 minutes avant qu'il ne puisse bouger normalement à nouveau. Il veut signaler cela à Kuna immédiatement et essaie d'accélérer le processus. Cependant, Fang active un sort qui recueille les cadavres de ses ennemis morts pour cacher les preuves. Il veut rester discret et espère que personne ne découvrira son identité avant qu'il ne soit prêt à combattre Kuna. Pendant ce temps, Moxia, sous sa forme originale, le suit par derrière, pensant qu'il est trop imprudent et gâche son plan. Elle se transforme en une femme portant une robe. Kona se tient devant un énorme monstre ressemblant à un crabe avec des pattes extrêmement longues. Son partenaire se demande s'il va vraiment combattre un tel ennemi. Kona dit qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire et qu'il vient d'être classé A. Il saute alors sur la bête et lui tranche les bras. Il se lance pour le tuer et dit à ses amis d'enregistrer son tout premier kill de rang A. Les choses ne se passent pas comme prévu, car il se retrouve soudainement piégé dans les bras du monstre, qui commence alors à l'étouffer. Kuna se demande s'il a été hypnotisé d'une manière ou d'une autre. En bas, ses amis lâchent leurs armes et fuient, impuissants. Il regarde la griffe acérée du monstre se diriger vers son visage. Juste avant la mort, il est arraché à l'emprise de son ennemi. Un ange l'a sauvé. Le monstre hurle de colère alors que l'ange l'emporte. Elle dit qu'il sera soigné dès qu'ils seront en sécurité. Il regarde sa sauveuse et se demande s'il est maintenant au paradis. Juste à ce moment-là, le son de son téléphone le réveille de son rêve. Il jette un coup d'œil, disant que la nouvelle ferait mieux de valoir la peine de le réveiller. Il est tellement choqué par ce qu'il lit qu'il perce un trou à travers sa compagne. Il demande comment une personne dans leur maison a pu disparaître et dit ensuite d'organiser une conférence de presse le matin. Le lendemain, Kuna arrive à la salle de presse. Il réconforte un vieux couple en front de toutes les caméras et dit qu'il sera leur fils à partir de maintenant. Son assistant dit à certains journalistes de dégager un chemin vers la scène. Kuna s'assied et dit qu'en ce qui concerne ce qui est arrivé à la salle des montagnes, la cause est toujours en cours d'enquête.
Il commence à avoir les larmes aux yeux, disant que ce qui le peine vraiment, c'est la perte de tant de frères qui ont combattu à ses côtés. Pour les honorer, il transformera les ruines de la salle des montagnes en une agence de bien-être de groupe. De plus, il établira un fonds pour les membres de la famille des victimes. Le vieux couple crie que ce qu'ils veulent, c'est la justice. Kuna leur jure que peu importe la puissance du meurtrier, il les détruira. Zack et Lulu regardent la conférence de presse à la télévision et conviennent que Kuna a gagné une opinion publique positive. Zack demande à son assistant qui il pense être le coupable. Ils échangent alors des regards entendus et Lolu part chercher Fang. Quelque temps plus tard, Fang dit qu'il n'ira pas. Lolu dit que son patron veut simplement le remercier de l'avoir aidé à se venger. Fang essaie de nier que c'était lui, mais il transpire clairement. L'assistant demande ensuite si le jeune homme pourrait sortir, car nous voyons qu'il plane en fait devant un pont. Plus tard, Fang est dans la voiture et Lo demande s'il a vécu sous le pont tout ce temps. Il se demande aussi si le jeune homme a le désir de retourner chez lui. Fang dit non car cet endroit le déprime. Ils arrivent bientôt au manoir et Lulu annonce que Fang est là. Zack offre au jeune homme du thé pour l'aider à se calmer. Ils prennent tous deux une gorgée, après quoi Zack dit qu'il a un peu exagéré. Fang demande comment il sait que c'était lui. Le vieil homme répond que la veille, il a remarqué un certain regard dans ses yeux. Cette nuit-là même, la salle de la montagne a disparu. Personne d'autre n'aurait pu le faire et cacher les preuves aussi bien. Fang répond qu'il avait aussi ses propres raisons personnelles de le faire. Zack lui demande ensuite de poser sa tasse pour qu'il puisse lui verser plus de thé. Il dit qu'il sait qu'il a une rancune contre Kuna, mais il a le soutien des masses. Si Fang s'oppose à lui, il sera le méchant. Il demande si le jeune homme veut avoir des ennemis partout où il va, tout comme à la porte. Cela fait se demander à Fang comment il le connaît. Zack continue de parler, disant que le jeune homme est fort et peut tuer des rangs A. Mais qu'en est-il des rangs S ou même du gars? Ces gens seront beaucoup plus difficiles à gérer. Fang demande si le vieil homme lui dit d'arrêter sa quête de vengeance. Zack sourit, allume une cigarette et dit que personne n'arrête. Il l'assure qu'ils se vengeront, ajoutant un juron pour souligner son propos. Zack dit qu'avant que Fang ne puisse continuer sa vengeance, il doit préparer 3 choses. Un plan, des alliés et de l'argent. Il se trouve qu'il a les 3. Fang le regarde et voit qu'il a raison. Zack demande ensuite quand il s'est baigné pour la dernière fois car il pue. Il ordonne ensuite à un serviteur d'amener Fang à la douche et de ranger la chambre de son fils. Lolu entre ensuite et dit que l'accord pour annexer Quangbao est trop risqué. Zack demande à son assistant s'il pense que le jeune homme ressemble un peu à son fils mort. Lolu réfléchit un instant puis dit qu'il voit la similitude. Il ajoute que le jeune maître était plus beau. Fang se déshabille ensuite et entre dans la salle de bain. Il est trop paresseux pour monter et décide donc de se laver ici. Soudain, 2 filles entrent et sont surprises de le voir. L'une d'elles a la vue floue et se demande s'il est son frère. Elle court alors et le serre dans ses bras, croyant que son frère est vivant. Fang est trop surpris pour dire quoi que ce soit. La femme de chambre donne ensuite ses lunettes à la jeune femme. Le jeune homme se demande ce qui se passe. Elle voit maintenant qu'il est une personne différente et crie qu'il y a un gangster. Elle sort en courant de la salle de bain tandis que la femme de chambre lui rappelle de s'habiller. La servante est sur le point de partir aussi, mais Fang lui met une main sur l'épaule et lui dit d'attendre dehors. Il termine sa douche et se demande ce qu'elle fait ici. Il sort l'air propre, il dit à la femme de chambre que si elle a le temps pour ça, pourquoi ne pas juste tuer Kuna? Elle se transforme et nous voyons que c'est en fait Moxia. Elle dit que les étrangers qui veulent s'approcher de Kuna doivent tous être vérifiés. Fang demande quel est son plan, elle dit qu'elle attendra une chance tout en étant sous la protection du grand patron. Elle reprend ensuite son apparence de femme de chambre et dit qu'elle a fini de lui parler pour ne pas éveiller les soupçons. Plus tard, Zack lui donne une veste et dit ensuite maladroitement qu'il a maintenant rencontré sa fille. Fang dit que c'était un accident avant de demander une veste noire. Zack explose disant que son fils aimait aussi porter du noir. Lulu entre ensuite et dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le fond du groupe des montagnes et attire son attention sur le principal donateur. Zack est stupéfait de voir que c'est Adol de la guilde du Dragon Noir. Il pense qu'elle est folle et jette ensuite la tablette à son assistant. Il sort et dit à Fang qu'il l'accompagne. Ailleurs, quelqu'un pose une tuile de mahjong sur la table. On voit des voyous s'amuser à jouer. Soudain, un grand fracas retentit et la table, avec eux tous, est projetée en l'air avec violence. La voiture de Zack vient de traverser le mur. Lulu ouvre la porte pour l'aider. Un grand voyou demande s'ils veulent mourir en s'attaquant au dragon noir. Il tente de frapper Fang, mais le jeune homme l'envoie facilement s'écraser au plafond d'un coup de coude. Un autre transforme sa main en perceuse de papier et attaque. Fang l'attrape et la brise. Il lui donne un coup de pied dans le ventre et attrape le col de son dernier adversaire. Il prépare son poing, puis frappe l'homme directement au sol. Zack lui dit d'arrêter, il ne combat pas des monstres.
Il dit à Lulu de s'occuper des voyous car Fang ne contrôle pas sa force. Si quelqu'un meurt, il ne pourra pas parler en bons termes avec Adol. Lulu avance et fait face à une foule d'adversaires. Une brume commence à émaner de ses pieds tandis qu'il progresse. Bientôt, toute la pièce est remplie d'un épais brouillard. Certains voyous se demandent ce que cela signifie. L'une d'elles crie à tous de rester vigilants. Elle ne réalise pas qu'un cercueil de vierge de fer s'est matérialisé derrière elle. Il se referme vite, la piégeant. Lulu jette un œil par l'ouverture et dit qu'ils sont là pour Adol. Elle dit que son patron est à l'intérieur, car tous les voyous sont piégés dans leur propre vierge de fer. Zack avance et nous voyons alors un vieil homme malade avec de multiples équipements médicaux connectés à son corps. Chiyo, le vieux chef malade du groupe du Dragon Noir, demande à Zack ce qu'il veut. Zack prend la bougie de l'hôtel de Bodhisattva voisin, louant sarcastiquement Chiyo pour sa bienveillance et ses dons aux fondations caritatives. Il laisse ensuite la cire tomber sur Chiyo pour le torturer. Chiyo affirme que la contrebande de noyaux de cristal vers les fondations de Kuna était essentielle pour payer leurs centaines d'employés et leurs familles. Il a aussi dit qu'il devait agir ainsi pour négocier la paix entre diverses guildes. Zack lui dit qu'il lui montrera de la pitié s'il lui dit ce que Kuna fait. Chiyo baisse les yeux, incapable de répondre. Zack appelle Lulu à agir et le lieutenant sait instantanément ce qu'il doit faire. Lulu donne un coup de pied dans la bouteille d'oxygène de Chiyo, la perçant. Zack éloigne l'inhalateur de la bouche du vieil homme. Zack exige qu'il lui dise immédiatement ce qu'il veut savoir. Chiyo lui raconte comment il a aidé Kuna à acheter un enfant éveillé des montagnes, puis l'a placé dans l'école qu'il finance. Il poursuit en luttant pour respirer qu'il pensait former l'enfant comme son soldat, mais qu'il a ensuite commencé à accepter aussi des enfants normaux. Zack lui rend son inhalateur et Chiyo respire immédiatement avec. Le vieil homme exhale un soupir de pur soulagement. Zack le prévient que s'il parle de leur visite, il dira à Kuna qu'il lui a tout révélé. Zack ordonne ensuite à ses hommes de partir. Voir Zack en action fait penser à Fang qu'il est un patron incroyable. Plus tard, Fang est dans un bar, sirotant de l'alcool en se relaxant. Les télés du bar montrent Kuna à un événement caritatif, ce qui agace Fang. Il se demande comment Kuna est devenu une telle personnalité en seulement 20 ans. Soudain, Fang est aspergé de vomi. On découvre que Kingo, ivre, vient de vomir sur lui. Malgré cela, le grand homme insiste toujours auprès d'Alex pour qu'il continue à boire. Malgré sa proclamation, il s'endort soudainement. Pendant qu'il est inconscient, Alex prend les noyaux de cristal de la poche de Kingo, puis propose à Fang de lui offrir des verres comme si l'argent était le sien. Fang et Alex regardent la télé ensemble, où d'autres célébrités éveillées sont présentées à l'événement caritatif. Alex voit l'un des éveillés, il le reconnaît et est étonné qu'il soit devenu célèbre pour un seul événement il y a 10 ans. Fang est intrigué et demande ce qui s'est passé il y a 10 ans. Alex l'informe qu'il y a eu un grand incident à l'époque, appelé la veille de la Grande Muraille. Fang répond qu'il ne connaît pas l'incident car il a été isolé du monde pendant 20 ans. Fang essaie de se souvenir de ce qu'il faisait à l'époque. Il se souvient qu'il était de retour dans le donjon sur un tas de cadavres de monstres. Il avait fait un hamburger avec la viande de divers monstres et l'avait mangé pour le déjeuner. Cela lui avait fait désirer une vie hors du donjon où il n'aurait pas besoin de massacrer quoi que ce soit pour survivre. Au même moment, Alex nourrissait son vieux maître malade, Shin. Soudain, une alerte de statut est apparue, que Shin et Akui ont tous deux vu. Elle indiquait un danger à la Grande Muraille et que tous les meilleurs éveillés devaient se préparer à repousser les envahisseurs étrangers. Le vieux Shin s'est levé instantanément, excité qu'il y ait de l'action. Alex a demandé à son maître s'il pouvait sauter la mission, car elle semblait extrêmement dangereuse pour quelqu'un comme lui qui venait de passer l'examen de rang C. Shin lui a dit qu'il avait eu trop peur d'agir quand la veille de la Grande Muraille avait sonné quand il était plus jeune, et cela avait entraîné la mort de ses parents et de ses frères et sœurs. Il jura que cette fois, il agirait. Alex vit que le vieil homme était sérieux car Shin sortit la baguette de magie de glace la plus puissante du monde. Alex décida qu'il serait en sécurité sur le champ de bataille tant que son maître serait là pour le protéger. Ils se sont rendus à la Grande Muraille. Là, il voit de nombreux éveillés puissants rassemblés. Alex est excité en voyant Fang, celui connu comme le rang S, qui peut tuer des gens sans même bouger. Il voit aussi Sheba, qu'il décrit comme un monstre ayant réussi le test de rang S à main nue et perdu sa main gauche en abattant 3 bêtes de rang Super S. Shin taquine son élève, le traitant de débutant pour être ébloui par les rangs S. Shin pointe du doigt pour montrer à Alex qui sont les plus grands joueurs. Alex est surpris de voir Zoni, un gars qu'il classait juste après le chef de Vagilia du pays. En plus de cela, il voit Duro, connu pour avoir un QI de 390 et qui n'est pas classé comme un combattant car il manque d'expérience de combat réel. Duro voit Shin et est surpris qu'il soit venu. Zoni s'approche du visage d'Alex et lui dit avec un regard intimidant qu'il est trop faible pour être ici.
Alex la regarde avec dédain, se sentant méprisé. Shin parle pour son apprenti et dit à Zoni qu'il se contentera de regarder depuis les coulisses. Alex élève la voix devant tout le monde, leur assurant qu'il n'a pas peur d'affronter les envahisseurs. Duro rit simplement et lui dit qu'il est un jeune ignorant qui devra fuir si les choses de coup tournent mal. Il regarde que l'horizon de la mer, où leurs ennemis apparaîtront. Shin rapporte qu'il y a un objet inconnu au loin qui pèse plus de 2000 000 de tonnes. Il rapporte aussi que les satellites ne peuvent pas le voir, ni les radars le détecter. Il en déduit que leur seule stratégie est d'apporter autant de puissance de combat que possible avant que les 2000 000 de tonnes n'atteignent leur rivage. Alex est effrayé, se demandant ce qui va arriver. Duro pense que 2 flottes de porte-avions doivent arriver. Il en déduit aussi que leurs envahisseurs doivent venir du pays de Bicania. La barrière habituellement invisible autour de leur pays de Vigilia devient soudainement visible avec la lumière jaune d'une explosion. Plusieurs cuirassés franchissent la barrière. Les éveillés de Vagilia voient le drapeau de Bicania sur les navires. Duro demande si l'on peut utiliser l'arme appelée l'arme du ciel pour détruire les navires. Mais les opérateurs disent que que la larme du ciel a 31% de chances d'être interceptée par leurs avions et missiles. Le vaisseau amiral approche du rivage. Certains combattants à bord s'inquiètent de la bataille à venir. Leur chef, Mash, prononce un discours sur le fait qu'il possède la flotte la plus élite et l'éveil le plus puissant des îles en chaîne. Il déclare qu'ils mourront avant d'accepter la défaite. Les avions des forces de Bicania tirent leurs canons électroniques, mais un mur géant de glace recouvre le rivage, bloquant l'attaque. La distance du mur de glace est si proche des jets qu'ils s'y écrasent. Il s'avère que le mur de glace était l'œuvre des efforts de Shin et Alex. Les voir arrêter leurs forces rend Alex confiant qu'ils peuvent les vaincre. Bronn, l'un des combattants des forces de Bicania, est insulté qu'ils aient osé riposter. Il saisit l'énorme pilier métallique du navire, puis le lance sur le mur de glace, ce qui le brise. Alex est sur le point d'attaquer, mais Shin lui dit de reculer pendant qu'il agit. Le maître utilise sa capacité de glace pour geler la mer. Cela piège tous les navires sur place. Mash dit à ses ennemis que ce n'est pas suffisant pour les arrêter. Duro appelle les opérateurs à activer la larme du ciel. Les nuages noirs s'ouvrent soudainement. Mash lève les yeux et est choqué de voir la lumière brillante percer le ciel. Le faisceau de lumière pleut, détruisant les navires. La luminosité de l'explosion illumine la nuit. Le sourire d'Alex s'estompe en inquiétude alors qu'il voit que de nombreux combattants puissants ont survécu et viennent vers le dessus. Dans la mer glacée, ils sont innombrables. Zoni demande à Shim, qui porte un casque avancé, son estimation de la puissance de combat des deux camps. Shim estime que l'armée des îles enchaînées compte un gars, 8 rangs S, 197 rangs A et 12 rangs B, tandis que le pays de Vagilia ont un gars, 5 rangs S, 26 rangs A et 89 rangs B. Il compte ensuite Alex comme un rang C. Cela insulte Alex, qui demande ce qu'il y a de si mal à être un rang C. Il déclare qu'il est aussi un mage et charge les innombrables ennemis. Il est sur le point d'invoquer un sort avec sa baguette, confiant qu'il peut vaincre n'importe quel rang. Il déclare qu'il tuera au moins plusieurs éveillés des îles enchaînées. Il active plusieurs épées de glace. Mash appelle Aang, le lutteur de sumo, à s'occuper de son attaque. Alex est confiant de pouvoir vaincre le lutteur de sumo, mais Shin craint que son apprenti ne soit définitivement battu. Duro assure à Shin que le garçon ira bien. Pendant ce temps, Alex vient d'être frappé par Aang et est projeté en arrière. Il a volé si loin qu'il s'est écrasé contre le mur de roche derrière même l'armée de Vigilia. Alex est sous le choc et incapable de bouger. Il se demande si son ennemi était de rang A ou S. Duro lui dit qu'il n'était qu'un rang B et que les ennemis testent d'abord le terrain avec des rangs B. Aang se vante de sa force pour réaliser que sa jambe droite a déjà disparu. Duro révèle qu'il a mis du poison sur les vêtements d'Alex, sachant qu'il ferait quelque chose de stupide. Aang est en agonie alors qu'il s'accroche à sa blessure. D'autres essaient de l'aider, mais leurs membres sont vaporisés dès qu'il touche la blessure. Pendant ce temps, l'esprit d'Alex est déjà brisé et il pleure en disant qu'il veut rentrer chez lui. Duro se moque de Mash en sortant la bouteille d'antidote alors qu'il sait que les personnes affectées par le poison se sont déjà vaporisées en rien. Mash informe les combattants de Vagilia que leurs renseignements leur ont appris que 3 trafiquants de Bicania se cachent dans leur pays et qu'ils ont l'intention de les extraire, peu importe leur interférence. Duro se moque de lui en lui disant qu'il a déjà éliminé les trafiquants. Mash répond qu'il ne plaisante pas et qu'ils doivent s'écarter. Duro reconnaît que leur canon électromagnétique sur leur navire venait de Bicania et que leur symbole de Bicania peut aussi être vu sous la peinture. Duro demande s'ils sont vraiment si désireux de mourir pour Bicania. Mash et ses hommes sont silencieux, incapables de répondre. Duro leur propose de s'allier avec Vigilia et de les traiter comme des amis et des égaux. Duro adoucit l'accord en promettant à Mash le poste de vice-chef.
Mash répond qu'il n'a pas de temps pour ces bêtises et qu'ils entreront dans leurs frontières quoi qu'il arrive pour récupérer leur traître. Mash ordonne à 20 de ses guerriers d'avancer. Zoni demande à Duro s'ils peuvent faire durer les choses un peu plus longtemps pour que leurs renforts arrivent, mais Duro lui dit que cela ne sert à rien. Duro explique à Zoni que tous ceux qui peuvent changer le cours de leur bataille sont déjà sur le terrain et que quiconque viendrait les aider serait de rang inférieur à S et ne serait d'aucune aide. Il craint aussi que l'armée des îles enchaînées n'ait quelque chose en réserve qui rendrait leurs renforts encore plus inutiles. Duro élabore le plan. Il s'occupera de Mash et des 8 rangs S, tandis qu'elle et les autres géreront le reste. Zoni demande s'il peut vraiment combattre 9 rangs S seul. Il répond que ses capacités ne devraient pas être sous-estimées. Il rappelle à Zoni qu'il a déjà combattu le plus fort de Vigilia et gagné, et même battu Zoni. Zoni se plaint qu'il n'a gagné que parce qu'il l'a forcé à boire des laxatifs. Pendant ce temps, les 20 hommes que Mash a convoqués mangent une boule lumineuse de la taille d'une bille. On leur ordonne ensuite de charger en même temps. Zoni et les autres éveillés se préparent à leur charge. Duro se demande si les ennemis envoient des soldats comme chair à canon pour les tester d'abord. Il voit que les 20 hommes qui chargent ont des yeux rouges brillants et une peau rouge en courant. Cela fait réaliser à Shin qu'ils ont avalé le fragment de jade. Il dit aux autres de ne pas charger les 20. Shin érige plutôt un épais mur de glace de la taille d'un château qui les sépare de leurs ennemis. L'effort de maintenir le mur fatigue le vieil homme, alors Shin demande à Alex de lui apporter son médicament pour le cœur. Alex est toujours au mur de roche, incapable de bouger. Fan court plutôt vers Alex et lui prend le médicament. Shin pense que le mur ne les retiendra pas longtemps car le fragment de jade améliore l'énergie de leur corps, leur donnant une puissance écrasante. Duro avertit tout le monde que ce qui arrive est l'équivalent de 20 larmes du ciel et demande à quiconque ayant de la magie défensive de venir aider. Pendant ce temps, Shin est à genoux, épuisé de maintenir le mur. Il a d'innombrables médicaments pour le cœur dans ses paumes et les avale tous d'un coup. Il remercie Fang de les lui avoir apportés. Shin rend son mur de glace plus dur en le cristallisant. D'autres éveillés fortifient le mur de glace avec leur propre magie ajoutée. Pendant ce temps, l'un des 20 soldats est arrivé au mur de l'autre côté. Il attrape le mur, puis crie. Il explose comme une bombe, endommageant le mur au point qu'il ne faudra qu'un autre coup d'un des 19 restants pour le percer. Zoni craint qu'il ne soit détruit si les 19 attaquent tous en même temps. Elle saute haut par-dessus le mur pour combattre les bombes humaines de l'autre côté. Elle plonge vers les 19 hommes et les bat toute seule. Elle donne un uppercut à l'un d'eux, l'envoyant haut dans le ciel où il brille. Une seconde plus tard, l'homme dans le ciel explose. Mash ordonne à 4 des bombes humaines de rester avec Zoni pendant que les autres se dirigent vers le mur pour continuer à l'affaiblir. Les 4 bombes humaines s'attaquent à Zoni pendant que les autres se dirigent vers le mur. Zoni attrape les 4 accrochés à elle et tourne encore et encore jusqu'à les lancer tous vers le ciel. Ils explosent dans différentes parties du champ de bataille. Pendant ce temps, Sheba, le combattant à main nue de rang S de Vagilia, lance plusieurs combattants des îles enchaînés vers le ciel avec sa main artificielle gauche. Il attend qu'ils atterrissent. Il meurt en tombant sur le sol glacé. Il est fier d'avoir le talent d'envoyer même des adversaires volants dans un état d'inconscience en les projetant simplement à 10 000 mètres dans les airs. Pendant ce temps, Duro répand du poison sur plusieurs ennemis. Tous ceux qui sont exposés à son poison se transforment en os. Duro est perplexe quant à la raison de l'action des ennemis. Ils envahissent là tous leurs frontières, alors qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance contre les autres combattants du pays, même s'ils gagnent la bataille ici, à la Grande Muraille. Peu importe comment ils y pensent, le coût de leur invasion est plus élevé que leur récompense. Il ordonne à Shim de rester en arrière afin qu'il puisse compter le nombre de joueurs sur le terrain. Il ordonne ensuite à tout le monde de tuer tous les envahisseurs. Un combattant des îles enchaînées s'approche de Duro, lui demandant s'il est un utilisateur de poison de rang S comme lui. Il révèle son épée, qu'il appelle son épée de pouce de poison. Il essaie de frapper Duro, mais un squelette de serpent géant apparaît pour bloquer sa lame. Il est révélé que le serpent mort-vivant a été invoqué par Fan. Il pense qu'il doit donner du temps à Duro pour qu'il puisse élaborer un plan pour gagner la bataille. Pendant ce temps, Mash est ailleurs sur le champ de bataille, tirant des épées de flamme sur Zoni. Zoni est à peine égratignée, mais elle devient sérieuse, sachant que Mash peut la tuer si elle ne fait pas attention. Elle s'approche de Mash en un instant, ce qui le surprend. Il crée une barrière magique qui bloque le poing de Zoni. Zoni lui met tellement de pression qu'il la voit comme un monstre. Zoni lui lance un barrage de coups de poing, mais aucun ne peut pénétrer son bouclier bien qu'il soit forcé de reculer. Mash savoure le frisson d'un adversaire puissant. Zoni dit à Duro d'arrêter de rester là et de se battre aussi. Duro lui crie de se taire pour qu'il puisse réfléchir. Tandis que Zoni esquive les épées de flamme de Mash, elle rappelle à Duro qu'il a promis d'abattre lui-même les rangs S. Duro est si profondément absorbé par le fait qu'il ne connaît pas l'objectif de son ennemi, ni comment ils peuvent gagner la bataille, qu'il ne peut rien faire d'autre.
Au moment où Tojo, l'utilisateur de foudre, essaie de le frapper, Duro a une épiphanie, il bloque le coup de pied puis se place derrière Tojo. Il lui murmure qu'il connaît maintenant leur objectif. Cela rend Tojo nerveux, alors il s'enfuit. Duro sourit, fier d'avoir dupé le gars. Tojo retrouve Mash. Il rapporte à son chef que Duro a découvert leur secret. Mash vole immédiatement vers Duro tout en ordonnant à tous les rangs S de prioriser la mort de Duro. Il déclare que ce doit être leur priorité absolue. Tous les rangs S se précipitent vers Duro. Zoni voit comment tous les rangs S se rassemblent et elle se demande ce que Duro a en réserve. Pendant ce temps, de nombreux combattants puissants se rassemblent aussi vers elle, l'agaçant au point qu'elle ne peut pas faire de pause. Shin combat l'un des combattants de rang S, Amb, mais celui-ci se retire rapidement car il se dirige aussi vers Duro. Shin lui bloque le chemin avec une cage de glace tourbillonnante. Amb réalise qu'il ne peut pas s'échapper. Shin jure qu'il éliminera au moins un rang S pour que Duro ait une charge plus légère. Bronn frappe soudainement la tête de Shin par derrière. Bronn et Amb quittent ensuite le cadavre du vieil homme. Alex voit son vieux maître mourir depuis le mur de roche où il se trouve toujours. Il est tellement en colère qu'il essaie de se lever mais trébuche. Il jure, les larmes aux yeux, qu'il tuera tous les combattants des îles enchaînées. Pendant ce temps, un rang S a piégé le pied de Duro au sol avec de la magie. L'utilisateur de poison est un rang S et invoque ensuite des tentacules empoisonnés pour attaquer Duro. Duro contre avec une barrière de poison. Pendant ce temps, un autre rang S attaque avec une énorme explosion de flammes. Malgré cela, la barrière de Duro tient. La barrière fait aussi fondre la glace sous lui, offrant à Duro une échappatoire souterraine. Cependant, l'un des rangs S, Tetsu, est déjà sous terre pour l'y attendre. Une explosion se produit sous terre, les autres attendent donc que la fumée se dissipe. Ils voient dans quelque chose être projeté, ils regardent de près pour voir que c'est la tête de Tetsu. Duro sort de la fumée, traînant le corps de Tetsu avec lui. Mash ordonne aux rangs S restants d'attaquer Duro tous en même temps. Il ordonne ensuite à 2 autres rangs S de rester en arrière avec lui pour qu'ils puissent observer la bataille et chercher une ouverture. 5 rangs S encerclent Duro. Amb demande à l'autre rang S, Kyo, de l'aider à immobiliser Duro. Kyo active un sort qui ouvre un portail sous Duro, alors Duro saute. Amb invoque ensuite une barrière de lumière au-dessus de Duro, qui le repousse vers le portail. Duro j'avoue que combattre plusieurs rangs S est difficile. Il voit ses pieds disparaître dans le portail. Tojo le charge alors d'un coup de pied, confiant qu'il ne peut plus lancer de poison, ses mains étant occupées. Alors qu'il s'approche, un fluide empoisonné jaillit de la poitrine de Duro. Tojo repousse le poison d'un coup de pied, mais une goutte atteint tout de même sa joue. Son visage se transforme alors en un simple squelette et il meurt sur le champ. Mash utilise son œil omniscient pour analyser la capacité de Duro. Pendant ce temps, Duro s'entoure d'un épais brouillard toxique. Les rangs S reculent pour éviter d'être pris au piège dans cette brume mortelle. Kyo est si éloigné des autres rangs S que Duro l'embusque par derrière et lui brise le cou. Une autre rang S, une jeune fille maniant une épée, charge alors Duro. Elle lui lance une rafale de coups d'épée, mais il les esquive tous avec une agilité déconcertante. Pendant ce temps, les autres rangs S encerclent à nouveau Duro. L'homme empoisonné est frustré d'avoir tant travaillé pour qu'il en reste encore 6 en vie. Mash révèle alors à ses hommes que Duro n'a aucun talent inné pour le poison. Il n'utilise que des sceaux tatoués sur tout son corps qui invoquent le poison. Il transmet magiquement à ses hommes l'emplacement de tous les sceaux de Duro. Maintenant qu'ils connaissent son astuce, ils pensent qu'il est plus facile à vaincre. Duro se moque d'eux et les compare à une mouche. Une mouche qui croit pouvoir briser un rocher juste parce qu'elle a vu une seule fissure. Il attaque la jeune fille à l'épée. Alors qu'il lui crache du poison, elle crée une barrière magique qui la protège. L'ennemi rang S, maniant l'épée à germe de poison, encercle Duro d'un mur de poison. Duro voit que son propre poison ronge sa peau, il réagit, il saute hors de la cage de poison sans aucune crainte. Il révèle alors qu'il possède un antidote contre ce poison. Alors que Duro s'apprête à frapper un des rangs S, Mash intervient et le repousse. Il lance du poison sur Mash, mais celui-ci le bloque avec sa barrière magique. Avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, Bronn est déjà devant lui, prêt à le frapper. Duro s'applique du poison sur son propre visage. Mais Bronn parvient tout de même à le frapper directement au visage sans subir de dégâts. Mash félicite Duro d'avoir pu affronter les 9 plus grands combattants des îles enchaînées. Les dents de Duro sont maintenant brisées, pourtant il sourit toujours. Car il a ses ennemis exactement là où il les voulait. Alors que les rangs S poursuivent leurs attaques, Duro se dit de rester patient jusqu'à la dernière minute afin de pouvoir tuer 2 rangs S supplémentaires avant d'être lui-même éliminé. Les rangs S sont si serrés en attaquant Duro qu'ils se gênent mutuellement. Mash avertit ses hommes que Duro exploite le fait que l'espace se réduit alors qu'ils attaquent Sarkutus en même temps, créant ainsi une opportunité. Il ordonne à certains d'attaquer de face et à d'autres par derrière. Il change de formation. Duro le remarque et y voit l'occasion parfaite de tendre son piège. Duro lance encore plus de poison, mais Bronn le bloque avec sa solide armure. Fang demande à Alex comment Duro a éliminé 2 rangs S d'un coup.
Alex répond qu'il a simplement montré son véritable talent. Duro apparaît maintenant en armure dorée, une épée à la main. Il rit en expliquant qu'il n'active son talent que maintenant. Alors que Duro élimine Bronn et un autre rang S, Alex explique à Fang que personne n'aurait pu deviner que Duro était un éveillé de classe combattante.